Bonsoir à tous, bienvenue au Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M, comme tous les mercredis. Merci de votre présence et je commence par souhaiter la bienvenue à nos invités. On commence par vous, Abdelghani Badi, avocat. Merci d'être venu. Merci pour l'invitation. Yassan Radi, bonsoir. Merhaba, merci. Encore parmi nous. Et nous souhaitons la bienvenue à Rachid Mekes, bonsoir. Salam alaikum, Azul Filaoun, et merci pour l'invitation. Homme politique et ancien candidat à l'élection présidentielle. Et ancien prisonnier en même temps que toi. Et ancien co-détenu, comme on le dit. C'était un honneur d'être avec vous. C'était un honneur partagé aussi. Pendant cette année. On commence toujours cette émission par l'image de la semaine. On veut savoir ce qui vous a marqué cette semaine. On commence par vous, Rachid Mekes. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? Ce qui m'a marqué, c'est l'hypocrisie d'un ministre des Affaires étrangères qui s'appelle Ramdan Lamamra, qui a interrompu les relations diplomatiques avec notre voisin marocain au motif que le Maroc entretient des relations diplomatiques avec Israël, alors que 65% du gaz d'Adrar appartient indirectement à Israël, notamment avec le groupe Carlyle, dont le président David Rubenstein est un ami proche de Netanyahou. Donc je trouve ça consternant que ce monsieur laisse David Rubenstein détenir 65% du gaz d'Ashuhad. Ça, c'est l'image de l'année, c'est pas l'image de la semaine. Donc ce sont des informations vérifiées. Oui, absolument. D'ailleurs, je Ce sont des informations vérifiées. Oui. Et vérifiable. Donc alors, bien sûr, 65% du gaz d'Adrar appartient à une société qui s'appelle Neptune Energy. Et donc, c'est sur le site officiel de Neptune. Et Neptune Energy appartient... Mais c'est quoi le lien entre ça et le ministre des Affaires étrangères ? C'est parce que M. Ramdan Lamamra, en 2017, a négocié avec Macron la cession des 65% que Gaz de France possédait à Adrar à cette entreprise Neptune Energy qui appartient au groupe Carlyle dont M. Rubenstein est le président. Donc ce sont des informations vérifiables par tout le monde et même sur le site officiel de la Sonatrach et aussi l'agence de presse algérienne, donc APS, que vous connaissez très bien je pense, et qui est très heureuse de dire que ce monsieur, donc le groupe Carlyle, possède 65% du gaz Adrar et la Sonatrach ne possède que 35%. Merci Yassan Radi. Rachid Mekes, merci donc d'être venu. D'abord la première question, Rachid Mekes, comment allez-vous ? Écoutez, au niveau de la santé, très mal, mais au niveau du moral, très bien. D'ailleurs, je tiens à remercier les autorités, parce qu'aujourd'hui j'avais un rendez-vous avec donc, mes médecins donc, à Achleuf. Donc, d'ailleurs, Si Hamza donc, est mon contrôleur médical à Achleuf. Et ils m'ont dit qu'il fallait absolument que je vienne à Alger aujourd'hui pour faire des examens complémentaires. Donc, je remercie les autorités qui m'ont laissé venir à Alger. Comme vous le savez, je suis en résidence surveillée, ou plutôt assignée à résidence dans mon devoir avec 15 charmants policiers. Donc, la santé va très mal, mais les autorités ne veulent pas me laisser me faire soigner ni à Alger ni à l'étranger. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, ils m'ont laissé venir à Alger et j'ai profité de cette visite médicale pour enfin vous revoir. Et c'est vrai que vous m'avez manqué depuis la prison. Et on vous souhaite prompt rétablissement, Rachid Mekes. Vous êtes aussi ici pour parler de votre livre qui s'appelle Mon combat contre la dictature algérienne. C'est aux éditions Maximilo. Ce n'est pas votre premier livre. Est-ce que ce combat, il continue ? Parce que vous dites que vous n'êtes candidat à rien, que vous n'êtes pas dans la politique. Mais est-ce que vous continuez aujourd'hui votre combat ? Quand j'ai fait la promesse à mon père, en 2011, pour essayer de faire quelque chose en Algérie, d'ailleurs je raconte cette histoire dans ce livre, ce n'est pas forcément pour être président de la République, mais c'est pour essayer, avec d'autres, d'apporter un plus à ce pays, notamment au niveau d'un état de droit, au niveau du développement économique et surtout aussi au niveau du problème de la culture. Parce que Malek Ben Nabi, le grand Malek Ben Nabi, disait déjà en 1959 que le problème fondamental des sociétés arabes et musulmanes, c'était d'abord et avant tout un problème culturel. Donc ce 6e livre, il vient après un 5e livre qui s'appelle La dictature de Bouteflika en juillet 2018, c'est-à-dire 7 mois avant le Hirak. Donc je suis en Algérie déterminé à apporter mon humble contribution pour qu'il y ait un état de droit démocratique en Algérie et surtout
à donner, apporter de l'espoir à tout un peuple qui aujourd'hui se sent totalement opprimé. Et j'en suis une parfaite illustration. Je n'ai pas le droit de quitter mon village, je n'ai pas le droit de quitter mon pays. Ça fait 840 jours que je n'ai pas vu ma femme et mon fils. Mes affaires sont en train de couler aux États-Unis et en Europe, mais je tiens le cap malgré la maladie. Et je tiens à remercier tous les militants et les militantes qui m'apportent leur soutien. Et je tiens à redire que lorsque j'étais en prison, heureusement qu'il y a eu des canaux de communication et de médias comme Radio M qui n'ont cessé de parler de notre détention lorsque nous étions à Arléa. Donc, barakallahu fikum. Mais il n'irait pas. Oui. Nous sommes arrivés à cette situation. Pour une partie des Algériens, la période pour une partie des Algériens, cette période est pire que celle de Bouteflika. Même le Est-ce que vous êtes d'accord c'est pire qu'avant en termes de liberté, d'exercice de la politique aujourd'hui, Brigitte Nekez? Vous savez, j'ai une formation d'historien et de philosophe à la Sorbonne. Et je vois les choses sur une période beaucoup plus longue que sur 36 mois. Moi, je considère qu'on est dans une période de contre-révolution. Vous savez, il y a eu 1789, mais après 1789, il y a eu la terreur. Il y a eu la terreur. Donc on peut qualifier cette période comme la période de la terreur, donc 93, 95. Après, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer une espèce de directoire avec une direction collégiale du pouvoir, et après, qu'est-ce qui peut se passer? Ou bien dictateur, donc le coup d'État de Napoléon, donc le 18 Brumaire, 1799, ou bien des circonvolutions, et petit à petit, on pourrait s'acheminer vers un processus démocratique, comme cela s'est passé en 1848 avec Lamartine, par exemple. Donc moi, je crois qu'il faut s'inspirer du passé, de l'histoire. Et je regrette que dans notre pays, très peu d'intellectuels, et encore moins ceux qui ont le niveau 9e année, ont une culture à la fois politique, historique, juridique, philosophique et diplomatique. La période que nous vivons aujourd'hui, nous devons l'analyser plutôt avec un recul historique qu'avec un recul d'histoire immédiate. Et là, je rebondis sur ce que vient de dire Oustad Badi, qui a été un des premiers à me soutenir en 2014, il faut le dire, avec Oustad Amirouj Bakouri, quand nous avions été arrêtés à Seddour et que... Salut, maître oui, Bakouri. J'avais été arrêté à Seddour et on était convoqués à Aqbo, donc dans la wilaya de Béjaïa, donc Rouali, à terme Saha. Et vous savez, la période de durcissement actuelle, je considère que c'est une conséquence de la radicalité des éléments de langage, des slogans du Hirak, surtout en 2021. Et vous le dites dans un bilan que vous allez publier demain, je crois, 2019-2024, vous dites que sur le plan démocratique, depuis le 22 février, les marches hebdomadaires n'ont abouti à aucun résultat politique, car un peuple qui marche n'est pas considéré comme un acteur politique compatible. Ça peut être mal interprété. Comptabilisable. Que les marches n'aient pas eu d'intérêt aujourd'hui. Alors, l'avantage des marches, c'était ce que je pourrais appeler une autothérapie collective pacifique, c'est-à-dire que le peuple algérien a appris ensemble à faire le deuil, j'aimerais dire, de la décennie noire. Donc cette thérapie collective, elle est à mettre sur le compte du Hirak. Mais sur le plan politique, un peuple qui marche, ce n'est pas comptabilisable sur le plan démocratique. Ce qui est comptabilisable sur le plan démocratique, c'est un électeur qui va dans un bureau de vote et qui choisit de porter sa confiance à un candidat qu'il considère comme représentant son avenir. Il faut qu'il y ait des garanties sur un vote libre et démocratique. Est-ce qu'il y a déjà eu des garanties en Algérie sur un vote libre et démocratique? Oui. Et vous dites ça parce que vous avez participé à l'élection présidentielle donc, de 2019, alors qu'elle a été annulée et rejetée aussi par les Algériens. Oui. Non, pas rejetée. Et rejetée par la rue. Et il y avait des millions d'Algériens dans la rue qui disaient pas d'élection avec la Sabbath. Non. Permettez-moi cette nuance. Les Algériens ont rejeté le 5e mandat, pas l'élection. Et vous savez très bien que si le plan qu'on a concocté et que je décris très précisément dans le livre avait marché, aujourd'hui, nous serions au pouvoir en Algérie. Malheureusement, à défaut de culture historique dans ce pays, parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui m'ont reproché le coup du mécanicien. Mais le coup du mécanicien, c'est pas moi qui l'ai inventé. Il s'avère que je lis des livres. C'est Alphonse de Lamartine, un des plus grands auteurs occidentaux, qui, au lendemain de la révolution de février 1848, vous voyez le parallèle, février 1848, a nommé,
parmi les 5 membres de la direction du gouvernement provisoire français, un mécanicien qui s'appelait Albert. Mais dans un pays qui n'est pas capable de dépasser 3 lignes de lecture sur Facebook, il ne faut pas en attendre trop. Donc ce que je regrette, c'est que l'élite, qui ne lit pas non plus, n'a pas soutenu cette démarche, cette astuce politique qui nous a déjà fait perdre, aujourd'hui, 37 mois. Maître Abdi, est-ce que vous considérez que... Mais ça n'exclut pas les propositions que fait Rachid Nakaz, qui sont les bienvenues. Yartek Saha. Malish, on se parle franchement. Depuis Massinissa, est-ce que vous croyez qu'il y a eu un pouvoir légitime en Algérie? En Égypte, entre 1250 et 1517, 260 ans, 49 sultans mamelouks, ils étaient tous étrangers, des anciens esclaves européens. Ils ont gouverné l'Égypte pendant 267 ans sans aucune légitimité politique. Aujourd'hui, en Algérie... Il n'y en avait pas ailleurs à cette époque. C'est une vue de l'esprit. Un pouvoir n'a pas besoin d'être légitime pour s'exercer par la force sur un peuple. Il faut en tenir compte, ça s'appelle la réelle politique. Il n'y a jamais eu de pouvoir légitime en Algérie depuis Massinissa. Donc ça, c'est un fait politique d'importance. Donc, هذو الناس يقولوا par exemple باللي رئيس تبون مو شرعي، وي مو شرعي، مي راه قانوني، كان 195 دول في العالم راهم يستعرفوا به، il faut en tenir compte. وهذو النقطات هذو أي C'est même plus le débat d'aujourd'hui. لا بيقولوا مازالوا بيقولوا شوف ناس مازالت ما فهمش باللي في اي جمعيه في اي جامعه او في اوكسفورد او في هارفارد او في سيونس بو في باريس يتعلموا الصوالح هذو باللي كان فرق بين واحد شرعي وقانوني وواحد باه يحكم بلاد ماشي لازم عليه باه يكون شرعي قانوني هذا ما كان كي لونو استعرف به سي بون فقط والشعب تاعنا اللي ما عندوش الثقافه الدبلوماسيه اللي ما عندوش الثقافه القانونيه اللي ما عندوش الثقافه التاريخيه اللي ما عندوش الثقافه فلسفيه ما يقدرش يفهم هذه النقطات لهذا الشيء العام اللي فات l'année dernière en mars quand vous m'avez invité le 10 mars j'ai proposé un gouvernement de juristes. Un gouvernement de transition. J'ai pas dit une période de transition. Vous voyez la nuance? Pourquoi? C'est-à-dire les éléments de langage. ماشي واحد 9e année يقدر يخرجهم. النظام واش داروا 19 ماي؟ واش دار؟ قال باللي رشاد والماك منظمة إرهابية. وقال باللي أي واحد اللي يهضر على المرحلة الانتقالية ندخلوا الحبس. بصح اللي يفكر اللي عنده مستوى جامعي واش يقدر يدير؟ أنا ما نهضرش مرحلة انتقالية، نهضر على حكومة انتقالية مع النساء ورجال قانون. J'ai parlé de gouvernement de transition. Et c'est la même chose. On laisse Tebboune finir son mandat en 2024 et on partage le pouvoir. Ça s'appelle de l'intelligence politique. Mais en Algérie, où on n'est pas capable de lire plus 3 lignes sur Facebook, c'est difficile de discuter. Alors, vos publications, vous n'êtes pas du tout tendre avec le ministre des Affaires étrangères, Ramtal Mamra. D'ailleurs, vous avez porté plainte contre lui. Alors, pourquoi cet acharnement contre Ramtal Mamra? Mon cher Khaled Radi, en Algérie, je n'ai jamais eu de problème personnel avec qui que ce soit. Lorsque je me suis attaqué pour des faits de corruption, aussi bien à Saïdani, à Bouchouareb, à Sellel, à Ouyahia, à Outqaddour. Ça fait beaucoup quand même. J'ai fait mon job. J'ai fait mon job d'opposant. J'ai fait mon job d'opposant. Parce que le début de la phrase, c'était aucun problème avec personne, et après, à la liste qui arrive. Mais j'ai bien dit pour des faits de corruption. Oui, bien sûr, bien sûr. Ce monsieur Lamamra, qui n'est pas poursuivi pour des faits de corruption. Mais il a fait quelque chose de bien pire sur le plan éthique. Nous avons porté plainte contre lui le 3 février à Alger. Vous savez, moi je fais confiance à la justice algérienne. J'ai déposé déjà 30 plaintes. Et comme vous le savez, aucune n'a abouti, mais vous faites confiance à la justice. Je suis là pour 20 ans, Inch'Allah. Bon, j'ai porté plainte pour 3 choses. Première chose, divulgation de fausses informations. Ce monsieur a dit qu'il avait mis à disposition un numéro vert pour les familles des 10 000 étudiantes et étudiants algériens bloqués sous les bombes russes en Ukraine. C'est faux. Le numéro qu'il a communiqué à 3 reprises, 021 50 45 00, vous voyez, je le connais bien, est le numéro du standard du ministère des Affaires étrangères. Un numéro vert en Algérie, c'est 4 chiffres. Et tout le monde le sait. Donc, première faute morale. Deuxième faute, il a laissé mourir des citoyens algériens en Ukraine. Et parmi eux, un jeune étudiant, Mohamed Talbi, il est toujours pas enterré en Algérie, c'est une honte. Il a fallu que je lui dise d'aller envoyer des avions algériens en Ukraine pour qu'il daigne en envoyer qu'un seul. C'est une honte. Troisième élément de la plainte, non-assistance à personne en danger.
Comment on peut laisser 10 000 Algériens sous les bombes russes sans rien faire? C'est une honte. Et sur le plan moral, qu'a-t-il fait? Il s'est endormi en direct devant les médias du monde entier lors de la conférence de presse du président de la République, M. Tebboune, qui est son employeur, c'est son patron. Il ne faut pas oublier que M. Lamamra n'a pas le droit de s'endormir en public devant les médias du monde entier. Il aurait dû être limogé instantanément. Mais en Algérie, vous savez, on laisse toujours la possibilité à tout un chacun de démissionner. Mais M. Lamamra n'a pas d'éthique, donc il ne démissionne pas et s'accroche au pouvoir. Et pire que ça. Vous lui reprochez, oui. Pire que ça, il ment au peuple algérien. Et vous lui reprochez la rupture des relations avec le Maroc alors que ce n'est pas lui qui a pris la décision, on est d'accord? Bien sûr que c'est lui qui a pris la décision. C'est M. Lamamra qui a négocié avec Macron la cession de 65% du gaz d'Adrar à une entreprise qui est liée avec M. Netanyahou en Israël, et c'est lui qui a rompu les relations diplomatiques au motif que le Maroc a des relations diplomatiques avec Israël alors que Israël est indirectement en Algérie. Ce n'était pas que ça les motifs, oui. Les motifs, c'était aussi la déclaration du ministre israélien de la Défense et des Affaires étrangères, etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec Rachid Nekkez sur... parce que nous parlerons aussi de la crise en Ukraine et du rôle que joue aujourd'hui l'Algérie, etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec Rachid Nekkez sur... parce que nous parlerons aussi de la crise en Ukraine et du rôle que joue aujourd'hui l'Algérie. Est-ce que M. Lamamra est responsable un peu des derniers camouflés de la diplomatie algérienne, la diplomatie algérienne? Est-ce qu'on peut le rendre responsable de cela? طبعا يعني احنا كنشوفوا التأخير في إسعاف أو إجلاء الجزائريين. Alors, Rachid Nekkez, vous avez été condamné le 27 décembre à 1 an de prison ferme pour incitation à attroupement non armé, publication pouvant porter atteinte à l'intérêt national. Vous avez été relaxé sur l'accusation d'appel à ouvrir le feu et à tuer les gens. Et vous avez décidé de ne pas faire appel. Est-ce que ce n'est pas une manière d'accepter votre culpabilité de ne pas faire appel de cette décision? Alors tout d'abord, je tiens à rappeler que la vidéo où on me voit en train d'appeler donc au meurtre les députés est un vidéomontage. Et la Cour criminelle d'Alger a décidé de retirer tous les chefs d'accusation concernant cette vidéo, notamment l'article 77 où je risquais d'être condamné à mort. Donc le motif pour lequel j'ai été condamné à 1 an de prison ferme, c'est simplement parce que j'ai appelé au boycott de l'élection présidentielle du 12 décembre 2019. Alors j'ai un principe qui est très simple, c'est quand il s'agit d'une affaire politique, je ne fais jamais appel. Pourquoi? Car je suis le seul au monde à avoir renoncé à ma nationalité française afin de m'engager à essayer d'insuffler une culture démocratique dans mon pays. Donc tout le monde sait que je suis ni un terroriste, ni un délinquant, ni un voleur, ni un corrompu. Donc mon engagement est un engagement de principe et de conviction. Donc je sais très bien que l'Algérie est une dictature, qu'il n'y a pas de justice quand il s'agit d'affaires politiques. Donc à partir de ce principe-là, je refuse catégoriquement de faire appel quand bien même je risque d'être condamné à mort ou d'avoir 20 ans de prison. Donc c'est une position de principe. Vous l'avez vu, on était ensemble à la prison d'Orléans, la prison ne nous dérange pas. Donc on peut très bien me condamner. Faut pas trop dire ça quand même. C'est la vérité. Et je l'explique très bien dans le livre. Moi, je risque d'être en prison ce week-end. Je ne me permets pas de dire ça serait une très bonne nouvelle pour vous, parce que vous avez un destin national, Inch'Allah. Et donc, ça vous fera du bien. Et vous avez déjà passé 9 mois, Inch'Allah. Un destin national. Vous avez passé déjà 9 mois. Ça ouvre beaucoup de portes. Vous êtes aussi tenté, Rachid Nekkez, vous faites un bilan 2019-2024. Est-ce que vous êtes candidat pour l'élection présidentielle de 2024? Alors, pour que les choses soient claires, aujourd'hui, mon casier judiciaire est noir. Donc, je n'ai plus le droit. Vous n'avez pas de condamnation définitive? Si, j'ai une condamnation définitive à Schleff au sujet d'une altercation verbale avec l'ancien Premier ministre corrompu, Monsieur Bedoui. Et ça vous empêche d'être candidat à l'élection présidentielle? Aujourd'hui, je ne peux plus être candidat à aucun mandat électif. Il faut un casier judiciaire vierge. Absolument, tout à fait. Donc mon engagement aujourd'hui n'est pas un engagement électoral, mais un engagement politique. Mais la question qui se pose, comme en 2019, est-ce que vous avez trouvé un subterfuge
pour être candidat comme vous avez trouvé en 2019 avec votre cousin? Est-ce que vous réfléchissez à quelque chose pour 2024? Alors là aussi, je vais essayer d'être le plus clair possible, puisque la majorité du peuple algérien n'a pas compris ou voulu comprendre ce coup de génie. Non, c'était pas ma question. Je vais arriver. Est-ce qu'il y aura un autre coup de génie en 2024? Il est en train de pousser des gens autour de lui pour être candidat et les soutenir. Je peux en témoigner. Je vais y arriver, Inch'Allah, puisque le peuple algérien dans sa globalité n'a pas voulu comprendre le coup de génie du mécanicien que m'a inspiré. C'est pas très gentil pour le peuple algérien ce que vous venez de dire. Vous savez, je suis un homme qui a l'habitude de parler franchement, droit des si yeux. le peuple Et vous le algérien savez. ne veut pas comprendre. Oui. Puisque la majorité du peuple algérien n'a pas voulu comprendre le coup de génie du mécanicien que m'a inspiré le grand auteur français Alphonse de Lamartine, qui lui-même avait nommé un mécanicien parmi les 5 qui ont dirigé la France en février 1848, cette fois-ci, je vais œuvrer pour soutenir de toutes mes forces une ou un candidat qui aura un niveau universitaire souhaitable pour la majorité du peuple algérien afin d'être à El Mouradia en décembre 2024, Inch'Allah. Donc je ferai le maximum. Si il gagne face au président de la République qui sera peut-être candidat à sa propre succession, est-ce qu'il aura des chances, votre candidat, de battre le président sortant? J'ai toujours dit qu'il fallait laisser Abdelmajid Tebboune finir son mandat en 2024. Et le deuxième? Mais cela ne nous interdit pas de préparer une plateforme sur la base de la mise en place d'un état de droit démocratique et de la lutte contre la corruption afin d'assurer un minimum de justice sociale. Ce candidat de rassemblement, on doit le soutenir de toutes nos forces, sauf si le peuple algérien veut continuer à se balader tous les vendredis après-midi avec un peu de zellabia et un peu de chansons qui ne serviront à rien. Moi, je respecte uniquement les citoyens algériens comme une carte de vote. Et en cela, je me suis beaucoup inspiré de l'exemple du fils qui, en 90, a raflé la majorité des APC algériennes et qui, en décembre en 91, a raflé les 2/3 de la députation à l'APN. Donc nous avons un exemple qui a marché, mais pour cela, il faut voter massivement, c'est-à-dire au moins 20 millions de personnes, afin de contrôler les 60 000 bureaux de vote. Si nous ne votons pas massivement en décembre 2024, et si nous ne contrôlons pas les 60 000 bureaux de vote, ce sera un échec. Donc si votre candidat est face à Abdelmajid Tebboune, il n'a aucune chance. Il peut gagner face au président sortant? Mais évidemment, le fils a bien gagné contre le FLN en décembre 1991. Allez-y, rapidement, avant de passer à un sujet sur Très bien. la presse et l'Ukraine. Vous savez, ce qui est terrible dans cette discussion-là, c'est que la lutte à l'intérieur d'une dictature, c'est pas la même chose que la lutte à l'intérieur d'une démocratie. Pourquoi le pouvoir militaire ne veut pas lâcher, ne veut pas abandonner? Parce qu'il n'a pas envie d'être jugé, il n'a pas envie d'être condamné, il n'a pas envie d'aller en prison, et surtout, il ne veut pas perdre l'argent du gaz. Donc, en tant qu'homme politique, j'ai le devoir de me mettre à la place de celles et ceux qui ne veulent pas lâcher le pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle la condition pour qu'il y ait des élections transparentes et honnêtes en décembre 2024, c'est l'engagement de voter une loi d'amnistie. Si on ne fait pas ça, ça ne bougera pas. Merci. Et ça s'appelle la réelle politique. Merci la Chinekaise. Alors, أستاذ بالي خونا إحسان القاضي على ما استعملوش المادة 52 تاع الدستور الجديد تاع تبون راك تهم فيه من حقك المادة 87 بيس Je sens que je vais devoir déposer plein de temps si je te... mais vous êtes libre. Non, mais pourquoi vous n'utilisez pas l'article 52 qui permet à n'importe quel groupe de 3 citoyens algériens d'organiser une manifestation, une réunion publique, créer une association et un parti politique. توماك محامين على ما استعملوش المادة 52 لماذا؟ بتكافحوا هذه المادة 87 pourquoi علاش؟ شوف Il faut être réaliste. Les réunions sont interdites. Non, pourquoi ne pas l'utiliser? On parle de juridique là, on parle de juridique, معليش. Les avocats, machallah, كان 46,000 في الجزائر, 46 000 avocats. Pourquoi ils n'utilisent pas cette arme atomique juridique de l'article 52 de la Constitution algérienne qui permet d'organiser des manifestations partout en Algérie? Pourquoi vous ne l'utilisez pas? on va terminer avec un point international très important, c'est sur la guerre en Ukraine. On aimerait avoir l'avis de tous. Donc aujourd'hui, c'est le 21e jour de la guerre, de l'agression russe contre l'Ukraine. Est-ce que vous considérez que l'Algérie a eu la bonne position à suivre, notamment lors du vote sur l'Assemblée générale, puisque l'Algérie a fait partie des 35 pays qui se sont abstenus lors de ce vote, alors que la majorité des pays arabes ont voté pour, à l'exception de la Syrie et du Soudan?
sans parler de la Mamra, mais de la diplomatie algérienne, est-ce qu'elle a bien fait? Est-ce qu'elle gère bien le dossier ukrainien? Vous savez, quand on s'appelle l'Algérie, qu'on est le plus grand pays d'Afrique, qu'on soutient depuis 47 ans la cause du peuple sahraoui, et qu'on fait une énorme erreur diplomatique en nous abstenant à l'Assemblée générale des Nations unies sur la question de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, nous sommes en train de donner du crédit à l'invasion du Sahara occidental par le Maroc. Donc comment voulez-vous qu'aujourd'hui la diplomatie algérienne puisse alerter les Nations unies sur l'occupation du Sahara occidental par le Maroc, alors que nous-mêmes, nous n'avons pas été capables de condamner l'invasion de l'Ukraine par la Russie? Cela s'appelle un suicide diplomatique. Et n'importe quel diplomate pourra vous le dire. Donc, Monsieur Lamamra a commis une énorme erreur diplomatique. C'est l'Algérie. Malgré... Non. C'est Monsieur Lamamra qui a demandé à notre ambassadeur aux Nations Unies de s'abstenir. Mais regardez ce qu'a fait le Maroc. Il est malin, le Maroc. Il s'est absenté complètement du vote. 8 pays se sont absentés. Ça, c'est de l'intelligence diplomatique. C'est de l'intelligence diplomatique. Après 45 ans de carrière diplomatique, M. Lamamra n'a pas été capable, lui aussi, de s'absenter. Puisque là, on ne pourra plus défendre le peuple sahraoui comme nous le faisons depuis 1975. Pourquoi? Parce que l'ONU va nous dire quoi? L'Algérie aussi non plus n'a pas soutenu l'indépendance du Kosovo. Elle va dans cette direction de soutenir les pays avec lesquels elle a des intérêts, comme la Serbie, comme la Russie. Est-ce que les intérêts avec la Russie sont plus importants que l'indépendance et la souveraineté de l'Ukraine? L'Algérie a acheté 97 milliards de dollars d'armement russe depuis 2010. Nous sommes en mesure aujourd'hui de jouer le rôle de médiateur entre la Russie et l'Ukraine pour essayer de mettre fin à ce conflit. Mais avec un ministre des Affaires étrangères qui s'endort en pleine conférence de presse, au moment même où le président de la République tient on va dire une conférence très importante sur le gaz, je trouve qu'il n'est pas l'homme de la situation. Moscou, Rachid Nekez le propose, l'ancien Premier ministre français aussi, Dominique de Villepin l'a proposé. Oui. Pour Rachid Nekez, le 16 février dernier, vous avez invité le président de la République, Tebboune, et le chef d'état-major Changriha à venir dans votre douar, à El Marran, à Chlef. Pourquoi? Pour discuter, pour négocier, pour prendre un thé, pourquoi? Déjà pour une raison toute simple, c'est que l'Algérie était aujourd'hui un pays figé. Nizam Fiwed ou Chab Fiwed. À un moment donné, il faut avoir le courage de considérer les personnes qui occupent les plus hautes fonctions du pays pour mettre fin à cette tragédie nationale. Comment peut-on accepter que 331 détenus politiques soient en prison aujourd'hui alors qu'il n'y a aucune raison objective pour qu'ils y restent? Mais pour cela, il faut créer des passerelles, il faut discuter. Et en plus, le président de la République n'a toujours pas visité la moindre APC de notre pays. Donc ça tombe bien, il y a un hôpital qui va ouvrir à Ain Amran. C'est l'occasion pour lui de faire une visite d'État dans son propre pays. Et pourquoi pas discuter. Moi, je suis pour le dialogue, je suis pour la négociation, et je suis surtout pour qu'on sorte de cette crise inutile. Mais il ne faut pas avoir des œillères, il ne faut pas utiliser des éléments de langage qui vont bloquer les diverses parties. Donc je suis un homme de dialogue, un homme du consensus, et comme je suis en ISTN dans mon propre pays et empêché de quitter mon propre village, la meilleure façon d'entamer ce dialogue est à Texas. Une dernière question, c'est la campagne présidentielle en France en ce moment, et c'est toujours la question de la mémoire qui revient toujours entre l'Algérie et la France. Tous les 5 ans, l'Algérie est le sujet de débat de la campagne présidentielle en France. Vous avez été candidat à l'élection présidentielle en France. Est-ce que vous considérez que ce débat a toujours lieu d'être? Qui doit faire un pas vers l'autre? L'Algérie reproche au président français de faire un pas et de faire 10 pas en arrière. Est-ce que vous pensez qu'il doit y avoir une repentance? Votre avis sur la question? J'ai essayé d'être candidat en 2007 en France afin de défendre la communauté musulmane qui est victime de discrimination à tous les niveaux. Moi, je considère aujourd'hui, à quelques jours du 60e anniversaire des accords d'Évian, qu'il faut demander l'annulation pure et simple des accords d'Évian. Deuxièmement, je suis pour qu'on pardonne à tous les pieds noirs qui ont été massacrés en Algérie après le cessez-le-feu du 19 mars 1962. Je suis pour qu'on demande pardon et qu'on indemnise toutes les femmes et les enfants de Harki qui ont été massacrés sur notre propre territoire. Et enfin, je suis pour que
l'Algérie accueille ces 7 millions d'Algériens qui vivent à l'étranger parce que nous en avons besoin pour lutter à l'intérieur contre la dictature et nous en avons besoin pour développer économiquement l'Algérie. Et vous pensez vraiment qu'ils vont revenir alors que le phénomène de la halga explose, que des milliers d'Algériens quittent le pays encore plus qu'avant? Est-ce que vous pensez qu'ils vont vraiment revenir? Mon cher Khaled Drarni, j'ai une vision d'historien. Moi, je regarde les tendances lourdes. Vous savez que les musulmans, les Arabes et les Berbères, sont restés en Espagne de 711 à 1609. Du jour au lendemain, 400 000 musulmans ont été expulsés d'Espagne vers le Maroc, la Tunisie, l'Algérie et la Turquie. Si nous ne voulons pas que dans 10, 15 ou 20 ans, la France de Zemmour ou de Le Pen expulse les 5 millions d'Algériens qu'il y a en France, je crois qu'il faut préparer les choses pour éviter un drame. N'oublions pas, les Français et les Européens sont restés 132 ans en Algérie. Jamais ils n'auraient pensé un seul instant qu'en à peine 3 mois, ils disparaissent comme un feu de forêt. L'avantage de lire les livres d'histoire, c'est que peut-être ça nous aide à anticiper les grandes tendances qui sont en train de s'opérer aujourd'hui en Europe, notamment en Hongrie, en Autriche et en France. Et je crois qu'il est temps aujourd'hui de penser à une rémigration des Algériens de la diaspora pour nous aider à combattre de l'intérieur cette dictature, combattre pacifiquement, légalement, démocratiquement et de façon civilisée, et surtout pour développer notre pays, pour empêcher la haraga à l'avenir, Inch'Allah. Et je confirme que vous avez lu des livres très intéressants en prison, et pas les livres de Abdelaziz Jarrad qui étaient disponibles évidemment, ou de Hamid Green qui étaient également disponibles en prison. Merci à vous d'être venus. Merci.